Comment éliminer toute la direction de la République islamique, aveugler leurs radars fabriqués en Russie et frapper 200 cibles à la même seconde, tout cela alors que le monde entier vous observe et attend que vous agissiez? La mission est si sophistiquée qu'elle paraît incompréhensible. Tout a débuté ce samedi matin, quand une sirène a brusquement réveillé les Israéliens pendant leur grasse matinée. Au téléphone, l'alerte annonce le début officiel de l'attaque contre l'Iran. L'état d'urgence est déclaré dans tout le pays. Restez près de vos abris anti-bombes. Cela a surpris les Israéliens. C'est assez drôle, car nous attendions cette attaque. Mais personne ne pensait qu'elle arriverait en plein jour. Qui pense qu'une guerre commence le matin? Sûrement pas l'Iran. Et ça, c'était la première tactique de manipulation utilisée par Tsahal et l'armée américaine, et bon sang, quel succès! Le monde entier regardait avec impatience cette guerre. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils ont quand même réussi à sortir l'effet de surprise de leur chapeau. L'énorme préparation et réflexion investies dans cette mission sont indéniables. Aujourd'hui, nous allons tout analyser. Comment ils l'ont planifié, comment tout s'est déroulé et ce qui va se passer ensuite. Bienvenue dans l'émission Iraka sur JNS TV. Allons-y sans plus attendre. Cette opération a été menée le 28 février 2026 et c'était une immense mission conjointe nommée Opération Fureur épique par les États-Unis et Opération Lion menaçant par Israël. C'est une stratégie en plusieurs phases pour démanteler l'armée iranienne de l'intérieur et c'est complètement fou. Voici le déroulement étape par étape de l'opération. Première étape, avant tout lancement de missiles, les États-Unis et Israël ont attaqué le radar iranien pour démanteler leur défense. L'Iran dispose de systèmes de défense aérienne russes et chinois performants, et pour réussir, Tsahal devait les neutraliser. Mais comment vont-ils faire? Pour commencer, ils ont injecté de fausses données dans les systèmes radars iraniens. Au lieu de voir les vrais avions, les opérateurs iraniens voyaient des flottes fantômes sur leurs écrans. Cela a créé une confusion totale. Le temps qu'ils réalisent que leurs écrans leur mentaient, la première vague de véritables missiles était déjà à quelques secondes de l'impact. Ce qui nous amène à la deuxième étape. Semer la confusion chez les techniciens radars est important, mais cela ne les neutralise pas durablement. Il y a aussi un autre problème. Les États-Unis ignorent où sont tous ces éléments pour les cibler. Ils ont donc conçu un plan pour éliminer définitivement les défenses aériennes. Les États-Unis ont lancé des centaines de drones leurres. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont de petits drones programmés pour apparaître exactement comme de grands chasseurs F-15 sur les systèmes radars. Les défenseurs iraniens ont paniqué lorsqu'ils ont vu cet essaim de avions géants et ont tiré leurs coûteux missiles solaires sur ces leurs. Non seulement cela a réduit leur stock, mais cela a aussi révélé l'emplacement exact de chaque radar et batterie de missiles iraniens que les États-Unis et Israël ont ensuite rapidement détruits. Je veux dire, c'est du génie, mais ce n'était que le début, car la partie la plus impressionnante de la logistique était ce qu'on appelle en fait le heurt sur objectif, qui était la troisième étape. Pour éliminer efficacement les cibles, il leur fallait un niveau de coordination incroyable afin de s'assurer que toutes les attaques aient lieu exactement au même moment. Les États-Unis et Israël ont coordonné des frappes à des milliers de kilomètres. Navires en Méditerranée, porte-avions en mer d'Arabie, bases américaines dans le Golfe et avions de chasse israéliens. Ils devaient tous agir en parfaite coordination et les calculs nécessaires à cela sont incompréhensibles. Ils ont calculé le temps de trajet de chaque arme afin que des centaines de missiles et de bombes frappent leur cible à la même seconde exacte. Plus de 200 avions parfaitement synchronisés. Le résultat parle de lui-même. Cela a provoqué un choc systémique. L'ensemble du commandement militaire de l'Iran s'est pratiquement effondré parce qu'ils étaient frappés dans chaque grande ville comme Téhéran et Ispahan simultanément. Et pour la quatrième étape, nous avons les frappes elles-mêmes, avec l'Amérique et Israël travaillant en tandem pour un impact maximal. Il y avait quelques objectifs pour cette frappe préventive, afin de s'assurer que la République islamique soit plongée dans la confusion avant même qu'elle ne commence. Le commandement, la défense aérienne et les capacités de tir étaient les principales cibles de la première vague d'attaque. Chaque pays ayant des capacités militaires différentes, ils se sont répartis les tâches. Les États-Unis se sont concentrés sur les bases militaires et les usines, mais la mission principale d'Israël était l'opération Genèse, qui visait le commandement. Ils se sont concentrés sur le quartier gouvernemental de Téhéran. Le choix du samedi pour débuter la guerre était basé sur des renseignements d'Israël,
indiquant que les chefs du régime islamique, dont Khomeini, devaient se réunir ce jour-là pour discuter de leur plan. Bien que cela n'ait pas été clarifié à 100%, il semble qu'une grande partie de la raison des discussions diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran était de créer un accès aux renseignements sur la direction afin de pouvoir les cibler le moment venu. Et alors là, ce moment est vraiment arrivé. Vous savez déjà à quel point cela a été réussi. Le complexe du guide suprême a été complètement détruit et lui ainsi que d'autres membres de sa famille ont été éliminés avec succès, tout comme le ministre de la Défense et plus de 40 des principaux généraux de l'armée du régime. Cela n'aurait pas pu être plus réussi. Khomeini n'est plus là et à l'heure actuelle, nous recevons des rapports indiquant que ses successeurs prévus ont également été éliminés. Selon les forces de défense israéliennes, tous les hauts dirigeants terroristes de l'axe de la terreur iranien ont été éliminés. Je répète, ils ont tous été éliminés. Imaginez le choc pour le régime islamique. En quelques minutes, presque toute la chaîne de commandement est anéantie, ce qui entraîne le chaos et l'incapacité d'agir efficacement. Mais même dans ce cas, la République islamique a lancé une contre-attaque incroyable, mais nous y reviendrons dans un instant. Les États-Unis détruisent de plus en plus de capacités nucléaires, ciblant les sites de lancement et les usines produisant les capacités balistiques de l'Iran. Ils ciblent aussi la destruction d'installations et de bâtiments gouvernementaux, acte de résistance qui renforce la détermination du peuple iranien à riposter. Pour ce faire, ils utilisent les équipements militaires les plus sophistiqués connus de l'homme, comme les bombardiers furtifs B-2, pour larguer d'énormes bombes anti-bunkers sur des sites nucléaires souterrains que des missiles ordinaires ne pourraient pas atteindre. Ce qui nous amène à l'étape numéro 5, car un autre problème majeur se pose maintenant. Avec tous ces avions de chasse et ces appareils furtifs, la quantité de carburant nécessaire est astronomique. Le vol d'Israël à l'Iran dépasse les 1600 km, sans parler des États-Unis, et les avions doivent se ravitailler en vol. Voici la solution folle. D'énormes avions ravitailleurs attendent dans des couloirs secrets au-dessus des pays voisins. Les avions de chasse se ravitailleraient en vol auprès de ces ravitailleurs, puis poursuivraient leur mission. Cela leur permettait de rester au-dessus de l'Iran pendant des heures pour traquer les lanceurs de missiles mobiles. Israël et les États-Unis ont désormais pratiquement un contrôle total de l'espace aérien. Pour vous donner une idée, pendant la guerre des 12 jours, nous en avions 4. Maintenant, nous en avons plus de 50 dans le ciel. Pendant les 2 à 3 premiers jours de cette guerre, les États-Unis et Israël écrasent la République islamique. Les missions ont été presque un succès total, avec seulement 1 ou 2 avions de chasse abattus par des tirs amis au Koweït. Mais d'après les rapports, les pilotes sont vivants et seulement légèrement blessés. Cela dit, cependant, l'Iran ne se laisse pas faire sans se battre, et ils donnent tout ce qu'ils ont. Lors d'autres conflits avec eux par le passé, ils ont pris leur temps pour riposter. Cela est dû à des raisons diplomatiques et à la guerre psychologique. Garder les Israéliens dans la peur est une victoire pour la République islamique, mais pas cette fois-ci. En quelques heures, ils avaient lancé d'énormes salves de missiles contre Israël, mais pas seulement contre Israël. Et c'est là que ça devient intéressant, car cela était inattendu. Ils ont également lancé des drones et des missiles contre 8 autres pays, menant à une guerre totale au Moyen-Orient. Mais nous allons un peu trop vite, car le plan de représailles de l'Iran est en réalité extrêmement sophistiqué et comportait de nombreux volets différents que nous allons maintenant détailler. Pour commencer, ils avaient activé une défense décentralisée, ce qui signifie que les commandants ont désormais une autonomie totale dans la prise de décision. Ils avaient prévu que cela pourrait arriver. Ayant encore en tête l'opération des Beepers, ils savaient que les dirigeants seraient les premières cibles. Ils avaient donc mis en place leur équipe de réponse afin de pouvoir gérer l'absence d'un centre de commandement. Parce que l'Iran est si vaste et que le régime sait qu'il est sujet aux révolutions, ils ont mis en place un réseau très étendu de systèmes de réponse militaire à travers tout le pays, conçus pour réprimer rapidement les soulèvements. Ce système s'avère très efficace pour agir lorsqu'il n'y a pas d'accès aux hauts responsables décisionnaires. Ce sont ces combattants qui tirent actuellement sur toute personne célébrant la mort de Khomeini, mais qui assurent également les capacités de tir contre d'autres pays. Alors que tous prévoyaient des attaques contre Israël, personne n'attendait que les pays du Golfe subissent une guerre d'une telle intensité. En chiffres, pour bien comprendre, rien que pendant les 2 premiers jours, Bahreïn a été frappé par plus de 45 missiles balistiques et drones. La Jordanie, 13 missiles et plus de 30 drones. Le Koweït, des dizaines de missiles. Le Qatar, plus de 60 missiles. Et les Émirats arabes unis ont subi plus de 137 missiles et plus de 200 drones attaquant leurs zones civiles.
Ce sont des chiffres énormes. Plus de 730 projectiles n'étaient pas dirigés contre Israël, qui a aussi reçu des centaines de missiles nous visant. Le régime avait promis d'attaquer les bases américaines opérant depuis d'autres pays arabes. Bien que beaucoup aient été évacués, pas toutes, surtout celles nécessaires à l'opération, ils ne s'attendaient pas à ce que l'Iran attaque directement ces pays. Parce que la République islamique s'est concentrée sur les zones civiles et touristiques, en particulier aux Émirats arabes unis. Expliquons cela un instant. Nous avons l'habitude de considérer l'Iran comme l'ennemi de l'Occident, ce que nous savons maintenant être tout à fait vrai. Mais au sein de leur religion, c'est en réalité un peu plus complexe que cela. Nous, l'Occident, sommes des infidèles. Mais qu'en est-il des musulmans qui soutiennent l'Occident ou qui agissent selon l'Occident? Qui sont-ils? Ils sont considérés comme des traîtres et la République islamique les déteste presque autant que nous, voire plus. Mais il y a un autre niveau à cela. Rappelez-vous, il y a quelques mois, une attaque contre l'Iran était prévue et nous avions rapporté que c'était les pays du Golfe, l'Arabie saoudite et le Qatar qui avaient poussé à l'arrêt de l'attaque. La raison était qu'ils ne voulaient pas que leur réputation touristique soit détruite. Ils se présentaient, en tant que pays, d'être l'endroit le plus sûr au monde, et une guerre au Moyen-Orient aurait détruit la réputation qu'ils avaient mis des années à construire. Ils voulaient éviter une attaque contre l'Iran pour ne pas devenir des dommages collatéraux et ont exercé une forte pression sur l'Amérique pour l'empêcher. L'Iran comprend cela et il espérait que la même pression serait exercée sur l'Occident cette fois-ci si ces pays avaient suffisamment de raisons pour pousser l'Occident à arrêter ses attaques contre l'Iran. Pour faire simple, l'Iran tire sur ces pays du Golfe pour trois raisons. Premièrement, pour cibler les bases américaines. Deuxièmement, comme punition islamique pour avoir agi en tant que traître. Mais troisièmement, comme une sorte d'assurance dans l'espoir d'inciter ces pays à faire pression sur les États-Unis pour qu'ils arrêtent les attaques. Ils savent que tirer sur Israël n'a aucun impact sur la scène internationale et plus personne ne s'en soucie à cause de leur stratégie de communication depuis des années. Mais Dubaï, c'est une autre histoire. Cependant, cela s'est retourné contre eux car les dégâts sont déjà faits. Vous avez tous vu les vidéos de Dubaï en feu et maintenant les pays du Golfe ont décidé que ça suffit. Oui, ils espéraient garder l'Iran tranquille, mais comme cela ne s'est pas produit, ils doivent se débarrasser de leur cousin maniaque. Maintenant que l'Iran a déjà attaqué, la meilleure façon d'avancer est de dire au monde: regardez, nous sommes en fait en sécurité. Nous nous sommes débarrassés de cette menace iranienne, de ces gens fous. C'était un accident dans le système. Ce n'est pas un symptôme du Moyen-Orient. Les gardiens de la révolution sont partis. Le tourisme peut maintenant revenir. C'est la raison pour laquelle vous voyez l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis pousser les États-Unis à finir le travail et même planifier leurs propres représailles. L'Iran s'est isolé lui-même, et très très gravement. Écoutez, il n'allait jamais se laisser faire sans se battre, ça c'est sûr. Mais qu'en est-il de leur plan de secours initial? Vous savez, l'anneau de feu qu'ils avaient créé. Eh bien, jusqu'à hier, c'était étonnamment calme. Le Hezbollah, leur superpuissance dans la région, ne s'était pas encore joint au conflit. Oui, ils ont publié une lettre condamnant l'attaque d'Israël, mais pas plus que cela. Il semble pourtant que l'Iran n'ait pas apprécié cela. Et après 48 heures, le Hezbollah a rejoint la guerre en lançant des drones sur Israël. Permettez-moi d'être très clair. Israël, en réponse, a maintenant déclaré une guerre totale contre le Hezbollah et, en ce moment même, tente d'éliminer les hauts responsables du Hezbollah. Mais même si le Hezbollah essaie de nous attaquer avec des drones et des missiles, cela n'est littéralement rien comparé à ce pourquoi ils ont été créés. Je veux dire, vous vous souvenez il y a 2 ans de leur capacité de tir et de là où ils en sont aujourd'hui? C'est incompréhensible. Et Israël est de retour au Liban, éliminant les dirigeants et attaquant le Hezbollah encore et encore. C'est maintenant officiellement une déclaration de guerre contre eux, et les Libanais fuient en masse. Israël a affirmé qu'aucun dirigeant du Hezbollah n'est en sécurité, et je pense qu'il nous croit désormais. Ce sera aussi un front compliqué et quelque chose pour lequel les Israéliens se préparent. Nous prions pour nos soldats qui sont sur le terrain en train de mener cette guerre. Contrairement à l'Iran, où les opérations sont menées principalement par l'armée de l'air, ici ce sont des combats au sol avec des risques importants. Mais il n'y a pas que les guerres aériennes et terrestres. Vous vous souvenez des Houthis? Qui s'en souvient? On n'a rien eu de leur part, un silence total. Mais cela ne veut pas dire que la guerre ne fait pas rage en mer. C'est bel et bien le cas. Oui, l'Iran cible des navires et prétend lancer des missiles, mais jusqu'à présent, ils n'ont réussi qu'à incendier un de leurs propres pétroliers. Et les États-Unis ont annoncé avoir coulé un navire iranien.
Les Iraniens essaient d'abattre les énormes pétroliers américains qui les entourent et qui servent de plateforme de lancement pour les avions de chasse, et ils prétendent leur tirer des missiles balistiques. Mais pour l'instant, ça ne marche pas pour eux. Mais malgré tout, ne t'inquiète pas. En plus d'attaquer Israël et les pays du Golfe et d'utiliser leurs groupes armés, ils ont encore d'autres options pour riposter, comme fermer le détroit d'Ormuz, qui approvisionne la majeure partie du monde en pétrole. C'est justement ce qu'ils essaient de faire en ce moment, parce que cela affecte de nombreux pays, des pays dont ils espèrent qu'ils exerceront une pression diplomatique sur Israël pour arrêter les attaques. Par exemple, l'un de ces pays est l'Inde, qui est fortement touchée par cela, tout comme la Chine, qui fait transiter 40% de son pétrole par là. L'Arabie saoudite fait transiter 80% de son pétrole par le détroit. Fermer ce passage viserait à faire s'effondrer l'économie et à accentuer la pression sur les États-Unis et Israël pour qu'ils cessent la guerre. Surtout que la Russie, en agissant comme une route alternative pour le pétrole du détroit, pourrait potentiellement gagner beaucoup d'argent, ce que beaucoup de pays veulent éviter si tout le pétrole doit passer par elle. C'est en partie pour cela que les Saoudiens menacent désormais d'agir réellement. Et à l'heure actuelle, l'Iran attaque les infrastructures pétrolières des Saoudiens. C'est une attaque directe contre l'Arabie saoudite. La République islamique a franchement perdu la tête. C'est vraiment l'une de ses dernières options. Et il n'est pas encore clair comment les États-Unis et Israël comptent gérer ce chantage économique. Il est raisonnable de penser que si nous savons que c'est un problème, eux aussi, et qu'ils ont un tour dans leur sac. Bien sûr, l'Iran utilise aussi ses propres stratégies en ligne, mentant éhontément en prétendant avoir tué de hauts responsables militaires israéliens et que les États-Unis auraient attaqué une école tuant 50 petites filles. Et bien sûr, tout cela n'est que de la propagande. En fait, un tir raté de leur part a tué ces filles, mais ils s'en nourrissent et les médias occidentaux en profitent et relaient ces mensonges. Je veux dire, le New York Times a décrit Khomeini, ou peut-être que c'était le Washington Post, comme un homme à la barbe blanche et touffu et au sourire agréable. Ce dictateur fou. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'Occident? Mais c'est pour ça que vous venez sur JNS TV, parce que nous rapportons la vérité et non pas ces mensonges biaisés que les médias inventent pour défendre le terrorisme. Donc, cela nous amène à notre dernière question. La République islamique est-elle presque finie? Pas tout à fait encore. Ils se battent. Et selon la plupart des renseignements, ils n'utilisent d'abord que les missiles balistiques les plus légers, espérant augmenter l'intensité parce qu'ils pensent peut-être qu'Israël finira par perdre sa capacité à se défendre. Israël pourrait manquer de munitions et de défense contre les missiles, et alors il pourrait vraiment nous attaquer avec de vrais missiles balistiques. Cette guerre est bel et bien en cours, et elle ne va pas se terminer dans les prochains jours. Il est raisonnable de penser que la situation pourrait empirer, mais elle ne peut pas non plus s'éterniser trop longtemps. Parce qu'avec l'intensité des attaques des États-Unis et d'Israël, tôt ou tard, la République islamique sera complètement démantelée. Israël, malheureusement, a déjà déploré plus de 10 victimes à cause des missiles. Et même si nous avons maintenant activé nos systèmes à faisceau laser et que nous fonctionnons à pleine capacité pour intercepter les barrages qui se produisent pratiquement toute la journée, cela reste bel et bien une guerre. Les célébrations sont annulées et les écoles sont fermées. Le pays est en semi-confinement. Mais malgré tout, il y a une certaine excitation dans l'air, car cela pourrait être la fin. La menace existentielle avec laquelle nous vivons depuis 47 ans pourrait toucher à sa fin. Les célébrations pour la mort de Khomeini étaient de répandues et Israël a accumulé de nombreuses victoires. La République islamique a un nouveau dirigeant, mais en Israël, on se demande pourquoi retenir son nom. Combien de temps pensez-vous qu'il va vraiment tenir? Ce qui nous amène à la dernière pièce du puzzle. Le monde regarde aussi vers le peuple iranien. Dans les déclarations de Trump et de Netanyahou, ils ont clairement indiqué qu'ils ne cherchaient pas à remplacer le régime. Cela revient au peuple iranien. Ils cherchent simplement à les affaiblir suffisamment pour que les Iraniens puissent réagir. Et ils réagissent effectivement. Nous sommes en plein dedans. Et nous prions pour tous ceux qui ont perdu la vie et pour un monde meilleur. Les soldats américains, les civils israéliens, le peuple iranien, tous les courageux combattants qui ont risqué leur vie pour cette cause, que nous ne connaissions plus la douleur ni le mal, et que nos ennemis soient anéantis à jamais. Oui, c'est une période effrayante, mais n'oubliez pas, c'est l'opération Promesse honnête numéro 4, parce que leur promesse honnête de la République islamique, la première fois, la deuxième fois et la troisième fois, a complètement échoué. Et je suis prête à parier que la quatrième fois ne sera pas meilleure que les précédentes. Je suis Ira K et je vous dis à la prochaine.